Dans cette animation, nous voulons montrer le système nerveux humain avec des images incroyables. Le système nerveux du corps est un système complexe, composé d'innombrables cellules nerveuses qui servent, entre autres, à détecter les stimuli de l'environnement extérieur. On distingue généralement le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique parcourt l'ensemble du corps et est représenté ici en jaune. Le cerveau et la moelle épinière forment le système nerveux central. Ils sont bien protégés par le crâne et la colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale est composée de vertèbres individuelles qui disposent d'un canal vertébral contenant du tissu adipeux et conjonctif ainsi que la moelle épinière. La moelle épinière, tout comme le cerveau, est entourée de 3 membranes. La membrane externe de la moelle épinière s'appelle la dure-mère. Juste en dessous de la dure-mère se trouve l'arachnoïde. L'arachnoïde est relié à la pimère par des trabécules arachnoïdiennes. Les nerfs spinaux du système nerveux périphérique débouchent dans la moelle épinière. Le nerf spinal se divisant en fibres nerveuses afférentes et efférentes. Les fibres nerveuses afférentes transmettent les impulsions nerveuses des récepteurs sensitifs vers le système nerveux central, tandis que les fibres nerveuses efférentes transmettent les impulsions vers les organes effecteurs, comme les muscles. Nous allons bientôt examiner de plus près l'épaississement que nous appelons le ganglion spinal. Les vaisseaux sanguins et de nombreuses fibres nerveuses font partie d'un nerf spinal. Plusieurs fibres nerveuses forment un faisceau. Les fibres nerveuses sont protégées par une couche protectrice connue sous le nom d'endonèvre. Sous cette couche se trouvent les cellules de Schwann. Si les cellules de Schwann créent des gaines de myéline, elles sont capables d'augmenter la vitesse de conduction des impulsions. L'augmentation de la vitesse de conduction se fait grâce à des interruptions régulières, appelées nœuds de Ranvier. Pour la conduction des impulsions électriques, la cellule utilise l'axone. Examinons tout d'abord la structure de base d'une cellule nerveuse. Les cellules nerveuses sont constituées de la fibre nerveuse montrée précédemment, qui provient d'un corps cellulaire. À l'intérieur, nous voyons le noyau lumineux de la cellule. Les dendrites sont des prolongements du corps cellulaire des neurones et servent principalement à la réception des impulsions électriques. À l'extrémité d'un axone se trouvent des arborisations terminales. Les arborisations terminales font partie d'une synapse et sont donc également appelées boutons synaptiques. Les boutons synaptiques possèdent des canaux calciques qui peuvent s'ouvrir et se fermer. L'ouverture de ces canaux calciques se fait par une impulsion électrique. Dès que l'impulsion électrique atteint le bouton synaptique, les canaux calciques s'ouvrent et laissent entrer les ions calcium. Dans le bouton synaptique se trouvent des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs, représentés ici sous forme de petites boules rouges. Environ 200 à 500 vésicules de ce type se trouvent dans les boutons synaptiques. Les ions calcium permettent à ces vésicules de fusionner avec la couche extérieure de la cellule, appelée membrane. La fusion des vésicules et de la membrane permet aux neurotransmetteurs d'être transportés hors de la cellule. Ce processus est appelé exocytose. Les neurotransmetteurs rencontrent des récepteurs post-synaptiques qui convertissent, à nouveau, les neurotransmetteurs en une impulsion électrique. Grâce à une telle synapse chimique, une cellule nerveuse peut transmettre l'impulsion à une autre cellule nerveuse.
Pour ce faire, les dendrites disposent d'épines qui possèdent les récepteurs postsynaptiques mentionnés. Les épines peuvent prendre de nombreuses formes, notamment des épines en forme de moignon et des épines fines. Les boutons synaptiques ne peuvent pas seulement transmettre des impulsions via les épines dendritiques. Ils peuvent également transmettre leurs impulsions directement à la cellule. Il est également possible qu'un bouton synaptique forme une synapse avec un autre bouton synaptique. Les cellules nerveuses peuvent et doivent en outre transmettre des impulsions à d'autres cellules, comme par exemple à nos cellules musculaires, afin que nous puissions bouger. Revenons maintenant à la moelle épinière et aux nerfs spinaux. Les impulsions sont transmises par les fibres nerveuses. D'un côté, de la moelle épinière, de l'autre, vers la moelle épinière. C'est dans le ganglion spinal que se trouvent les corps cellulaires des neurones sensitifs. C'est pourquoi cette partie d'un nerf spinal est plus épaisse que l'autre. Les neurones du ganglion sont des neurones pseudo-unipolaires dont l'axone se divise en deux branches. Une branche se dirige vers la périphérie, par exemple vers la peau, et une autre vers le système nerveux central. Ainsi, l'axone transmet des influx nerveux par potentiel d'action, c'est-à-dire électriquement, de la peau au système nerveux central. Selon la fonction, les neurones peuvent également avoir des fibres nerveuses non myélinisées. Dans ce cas, des cellules de Schwann non myélinisantes entourent l'axone. Cela signifie qu'il n'y a pas d'augmentation de la vitesse de conduction des potentiels d'action. Examinons le processus à l'aide d'une illustration très simplifiée. Au bout des doigts notamment, nous possédons de nombreux récepteurs aux extrémités des fibres nerveuses sensitives. Lorsque les récepteurs d'un neurone sensitif reçoivent un stimulus mécanique, celui-ci est converti en un signal électrique et transmis à un autre neurone de la moelle épinière via l'axone. Le neurone de la moelle épinière transmet le signal au cerveau, où un autre neurone transmet finalement l'impulsion au cortex somatosensoriel. C'est là que le signal est traité. Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe de nombreux récepteurs dans la peau. Certains récepteurs se trouvent dans la couche supérieure de la peau, l'épiderme, qui se compose de kératinocytes morts et vivants. On y trouve les corpuscules de Meissner et les cellules de Merkel. D'autres récepteurs se trouvent dans les couches plus profondes de la peau, comme les corpuscules de Ruffini, qui se trouvent dans le derme. Il existe de nombreux autres récepteurs, mais seuls ces trois seront brièvement décrits ici. Commençons par le corpuscule de Meissner. Dès qu'une pression est exercée sur le corpuscule de Meissner, par exemple en appuyant sur la peau, un potentiel d'action est déclenché. Ce potentiel d'action ne se produit que lorsque la pression change. C'est pourquoi les corpuscules de Meissner font partie des mécanorécepteurs à adaptation rapide. En revanche, les cellules de Merkel font partie des mécanorécepteurs à adaptation lente, car elles déclenchent un potentiel d'action aussi bien en cas de stimuli dynamique que statique. Les corpuscules de Ruffini déclenchent un potentiel d'action lors de l'étirement de la peau. Les corpuscules de Ruffini font également partie des mécanorécepteurs à adaptation lente. Jetons à nouveau un coup d'œil sur la moelle épinière et les nerfs spinaux. Les axones des nerfs sensitifs se terminent par des cellules nerveuses dans la moelle épinière. Des corps cellulaires de ces cellules nerveuses partent des fibres nerveuses, que l'on peut voir ici comme de fins filaments, et qui atteignent le cerveau. Les fibres nerveuses sont appelées substances blanches, et les corps cellulaires, substances grises. Lorsque les récepteurs de la peau ou des organes génèrent un potentiel d'action, ils transmettent ce potentiel d'action au corps cellulaire via les fibres nerveuses sensitives. Après quoi, le potentiel d'action est envoyé au cerveau via les fibres nerveuses.
D'en haut, nous voyons la matière grise en forme de papillon. Les signaux peuvent également être traités directement dans la moelle épinière. Les fibres sensitives transmettent alors les signaux directement ou indirectement aux fibres nerveuses motrices, qui peuvent alors contracter ou relâcher un muscle. Nous appelons ce processus le réflexe. Un tel réflexe se produit lorsque nous nous brûlons. Les récepteurs transmettent alors des impulsions aux interneurones par l'intermédiaire des neurones sensitifs, ceux qui entraînent la contraction des muscles par les motoneurones.